Le Tao Te Ching présente une vision du monde qui défie nos modes habituels de pensée. Au cœur de cette philosophie se trouve un paradoxe fondamental. Le Tao, principe originel de toute chose, échappe par nature à toute définition. Cette apparente contradiction n'est pas une faiblesse conceptuelle, mais plutôt le point de départ d'une réflexion profonde sur la nature de la réalité et notre rapport à elle. Cette approche paradoxale nous conduit naturellement à examiner la nature dialectique de l'existence. Là où la pensée occidentale s'est longtemps construite sur le principe de non-contradiction, affirmant qu'une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps, le Tao Te Ching propose une perspective où les opposés ne s'excluent pas, mais se complètent et se nourrissent mutuellement. Cette dialectique n'est pas simplement théorique, elle offre une clé de compréhension pratique des dynamiques qui régissent tant notre vie intérieure que le monde qui nous entoure. Prenons l'exemple du plein et du vide. Dans notre culture, le vide est souvent perçu négativement, comme une absence à combler. Le Tao Te Ching renverse cette perspective en montrant que le vide est ce qui rend l'utilité possible. Dans une roue, c'est l'espace vide central qui permet le mouvement. Dans une maison, ce sont les ouvertures qui la rendent habitable. Cette compréhension transforme fondamentalement notre rapport à ce que nous considérons comme des manques dans notre vie. Cette vision se prolonge naturellement dans le concept de Wu Wei, l'action non agissante, qui constitue l'une des contributions les plus originales et mal comprises du taoïsme. Souvent interprété à tort comme une forme de passivité, le Wu Wei décrit en réalité un mode d'action parfaitement accordé aux circonstances. C'est l'action qui suit la nature des choses plutôt que de s'y opposer. Cette conception remet en question notre vision moderne de l'efficacité, fondée sur la volonté et l'effort, suggérant qu'une action véritablement efficace n'est pas celle qui force le cours des choses, mais celle qui s'aligne sur les tendances naturelles déjà présentes. Dans le prolongement de cette idée, la valorisation de la simplicité dans le Tao Te Ching prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'un appel naïf à un retour à la nature, mais d'une invitation à reconnaître que la complexification croissante de nos vies et de nos sociétés peut nous éloigner de l'essentiel. La simplicité dont parle Lao Tse est le fruit d'une compréhension profonde qui permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Elle se manifeste simultanément dans la clarté de l'esprit, l'authenticité du comportement, la sincérité des relations humaines, et dans une gouvernance qui facilite plutôt qu'elle ne contraint. Cette approche débouche naturellement sur une éthique de l'harmonie dont l'originalité est de ne pas reposer sur des commandements moraux, mais sur une compréhension des dynamiques naturelles. La vertu n'est pas vue comme une conformité à des règles externes, mais comme l'expression d'une harmonie avec le Tao. Cette perspective offre une alternative précieuse aux systèmes éthiques basés sur le devoir ou sur le calcul des conséquences, suggérant qu'une action véritablement éthique émerge naturellement d'une compréhension profonde de la situation. La pertinence contemporaine de ces enseignements est frappante. Dans notre rapport à l'environnement, le Tao Te Ching nous invite à nous percevoir non comme des exploitants de la nature, mais comme partie intégrante de ces dynamiques. Dans le domaine social, il suggère que l'harmonie collective ne peut être imposée mais doit émerger de la reconnaissance des dynamiques naturelles des relations humaines. Sur le plan personnel, il propose une voie de développement qui ne passe pas par l'accumulation de connaissances ou de techniques, mais par un retour à notre nature fondamentale. Ainsi, le Tao Te Ching n'est pas qu'un texte ancien à étudier. C'est une invitation à transformer notre rapport au monde. Sa sagesse ne réside pas tant dans les réponses qu'il apporte que
que dans les questions qu'il nous pousse à nous poser. En remettant en question nos présupposés sur l'action, le pouvoir, la connaissance et le bonheur, il ouvre des perspectives nouvelles pour penser et vivre notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Dans la pensée philosophique chinoise, le concept de Wu Wei se dresse comme un pilier central, offrant une perspective unique sur l'existence humaine et notre relation avec le cosmos. Souvent traduit par non-agir ou action sans effort, le Wu Wei transcende ces simples définitions pour incarner une philosophie complexe de l'être et de l'action. À travers les écrits des grands penseurs taoïstes et leurs interprétations modernes, nous pouvons explorer la richesse de ce concept et sa pertinence surprenante dans notre monde contemporain. Pour comprendre pleinement le Wu Wei, il faut d'abord saisir la vision taoïste du monde. Le Tao, souvent décrit comme la voie ou le chemin, représente le principe fondamental de l'univers, l'ordre naturel des choses. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, écrit « Le Tao engendre l'un, l'un engendre le deux engendre le trois engendre les 10 000 êtres. » Cette cosmogonie place le Wu Wei non pas comme une simple technique, mais comme un alignement profond avec les forces primordiales de l'univers. Dans cette optique, le Wu Wei devient une expression de l'harmonie cosmique. Zhuangzi, élaborant sur cette idée, présente le concept de Xiao Yao Yu, ou libre et facile errance, un état où l'individu se déplace dans le monde avec la même aisance et naturalité que les éléments de la nature. Il illustre cela à travers l'histoire du boucher Ding, qui découpe un bœuf avec une telle maîtrise qu'il semble danser avec la carcasse, son couteau trouvant naturellement les interstices entre les os et les tendons. Cette parabole ne parle pas simplement de compétences techniques, mais d'une communion profonde avec la nature intrinsèque des choses. Le Wu Wei se pose en critique directe de l'action forcée et de la volonté excessive, si souvent valorisée dans les sociétés modernes. Lao Tse avertit « Celui qui agit échoue. Celui qui s'approprie perd. » Cette perspective remet en question notre obsession contemporaine pour le contrôle et l'accomplissement dirigé. Le philosophe taoïste Liezi va plus loin en comparant l'homme sage à une feuille flottant sur l'eau, se laissant porter par les courants sans résistance. Cependant, il serait erroné d'interpréter le Wu Wei comme une invitation à la passivité ou à l'inaction. Au contraire, il s'agit d'une forme d'action hautement raffinée, née d'une compréhension profonde des processus naturels. Comme l'explique le sinologue François Julien, le Wu Wei implique une transformation silencieuse, où l'efficacité découle non pas d'actions brusques et visibles, mais d'une influence subtile et continue, à l'image de l'eau qui, par sa constance, parvient à éroder la pierre la plus dure. La spontanéité, Ziran, est un aspect crucial du Wu Wei, souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'une impulsivité irréfléchie, mais d'une action qui émerge naturellement d'un état d'harmonie avec le Tao. Zhuangzi illustre cela à travers l'histoire du nageur qui survit à une chute dangereuse dans une cascade, non par calcul ou technique, mais en se laissant porter par les courants. Cette spontanéité n'est pas innée, mais cultivée à travers une pratique assidue et une compréhension profonde. Le philosophe contemporain Alan Watts, dans son interprétation du taoïsme, compare cette spontanéité à la grâce naturelle d'un chat. Le félin ne calcule pas ses mouvements. Il agit avec une fluidité parfaite qui émerge de sa nature même. Pour l'être humain, atteindre un tel état implique paradoxalement un processus de désapprentissage,
se défaire des rigidités mentales et comportementales accumulées pour retrouver une forme de spontanéité originelle. Imaginez un expert en arts martiaux face à un adversaire. Ses mouvements semblent fluides, presque sans effort, et pourtant ils sont incroyablement efficaces. C'est parce que l'expert ne pense pas à chaque mouvement. Il agit à partir d'un état de présence totale et de connexion avec le moment présent. C'est une illustration parfaite de la non-action dans l'action. Pour cultiver cet art dans votre vie quotidienne, commencez par des tâches simples et familières. Lorsque vous effectuez une activité routinière, comme faire la vaisselle ou jardiner, essayez de vous immerger complètement dans l'expérience. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder ou de vous précipiter pour terminer la tâche, portez toute votre attention sur chaque mouvement, chaque sensation. Observez comment votre corps se déplace naturellement, comment vos mains savent quoi faire, sans que vous ayez besoin de les diriger consciemment. C'est un exemple de Wu Wei à petite échelle. Avec la pratique, vous pouvez étendre cette qualité de présence et de fluidité à des activités plus complexes. Dans votre travail, essayez de trouver des moments où vous entrez dans un état de flux, où le temps semble s'arrêter et où l'action se déroule avec une aisance naturelle. Ces moments sont des aperçus du Wu Wei en action. Notez les conditions qui favorisent cet état. Peut-être un environnement calme, un niveau de défi approprié ou une passion pour ce que vous faites. L'art de la non-action dans l'action implique aussi de savoir quand ne pas agir. Parfois, la meilleure réponse à une situation est de ne rien faire du tout, de laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes. Cela demande du discernement et de la patience, mais peut souvent mener à des résolutions plus harmonieuses que l'intervention forcée. L'un des aspects les plus profonds du Wu Wei est son implication dans la transformation du soi. Contrairement aux approches occidentales qui mettent souvent l'accent sur l'affirmation et le renforcement de l'ego, le Wu Wei suggère une dissolution des frontières rigides du soi. Zhuangzi parle de « s'asseoir dans l'oubli ». Zhuo Wang, un état méditatif où les distinctions artificielles, y compris celles entre le soi et le non-soi, se dissolvent. Cette perspective offre une alternative fascinante aux modèles psychologiques occidentaux du développement personnel. Plutôt que de chercher à construire un soi plus fort ou plus résilient, le Wu Wei invite à une forme de lâcher-prise, à une ouverture à l'expérience qui transcende les limites habituelles de l'identité. Le philosophe contemporain Byung-Chul Han voit dans cette approche une réponse potentielle à l'épuisement et à l'aliénation caractéristiques de nos sociétés hyperactives. La beauté du Wu Wei réside dans sa capacité à s'appliquer à tous les domaines de la vie. Dans l'art chinois traditionnel, par exemple, la peinture à l'encre, Shui Mo Hua, incarne les principes du Wu Wei. L'artiste ne cherche pas à imposer sa vision, mais à laisser l'encre se répandre naturellement sur le papier, guidant subtilement son flux pour révéler les formes latentes. Cette approche contraste fortement avec l'idée occidentale de l'artiste luttant pour imposer sa vision sur la toile. En politique, le concept de Wu Wei a influencé la notion de gouvernance vertueuse. Lao Tse écrit « Gouverner un grand pays, c'est comme faire cuire un petit poisson », suggérant qu'une intervention trop active peut être contre-productive. Cette idée de gouvernance minimale, où le dirigeant crée simplement les conditions pour que l'ordre naturel s'épanouisse, offre un contrepoint intéressant au modèle politique interventionniste moderne. Dans la vie quotidienne, le Wu Wei invite à une réévaluation de nos habitudes et de nos relations. Il suggère une approche de la vie où l'on navigue les défis non par la force brute ou la résistance, mais par l'adaptabilité
et la compréhension profonde. Cela peut se traduire par une approche plus intuitive de la résolution de problèmes, une communication plus authentique et moins forcée, ou une gestion du temps qui respecte les rythmes naturels plutôt que de les combattre. Dans notre ère d'hyperconnexion, de changements rapides et d'incertitudes croissantes, face à la surcharge d'informations et à l'accélération constante de nos vies, l'idée d'une action efficace née de la non-action peut sembler paradoxale, mais elle offre une voie vers une forme de résilience et d'adaptabilité profonde. Dans un monde où la planification à long terme devient de plus en plus difficile, la capacité à agir en harmonie avec les circonstances changeantes, plutôt que de lutter contre elles, devient une compétence cruciale. Cela ne signifie pas abandonner toute forme de planification ou d'effort, mais plutôt développer une flexibilité et une réceptivité qui permettent une navigation plus fluide des complexités de la vie moderne. Il nous rappelle notre interconnexion fondamentale avec le monde naturel et suggère une approche de la durabilité basée non pas sur la domination de la nature, mais sur l'alignement avec ses processus. Après avoir exploré les fondements philosophiques du Wu Wei, il est naturel de se demander comment appliquer concrètement ce concept dans notre vie quotidienne. Comment cultiver cet état d'action sans effort dans un monde qui semble valoriser constamment l'effort et le contrôle? Il est crucial de comprendre que le Wu Wei n'est pas une compétence à acquérir au sens traditionnel du terme, mais plutôt un état d'être à cultiver. Comme le dit Zhuangzi, le parfait homme emploie son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, ne refuse rien. Il reçoit, mais ne garde pas. Cette image du miroir est particulièrement éclairante. Le Wu Wei ne consiste pas à forcer un état particulier, mais à développer une réceptivité et une fluidité qui nous permettent de répondre naturellement et efficacement aux situations qui se présentent. La méditation est un outil fondamental pour développer l'état d'esprit du Wu Wei. Cependant, il ne s'agit pas nécessairement de la méditation formelle, telle qu'on la conçoit souvent en Occident. Le taoïsme propose des pratiques comme le Zhuo Wang, s'asseoir et oublier, mentionné par Zhuangzi. Il illustre cette idée en disant « Le parfait homme emploie son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, ne refuse rien. Il reçoit, mais ne garde pas. » Cette métaphore du miroir est particulièrement éclairante pour comprendre la nature du Wu Wei. Un miroir reflète fidèlement ce qui se présente devant lui, sans discrimination ni attachement. De la même manière, la pratique du Wu Wei nous invite à développer une réceptivité et une fluidité qui nous permettent de répondre naturellement et efficacement aux situations qui se présentent, sans résistance ni forçage. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par une attitude d'ouverture face aux événements, une capacité à percevoir les situations sans les juger immédiatement comme bonnes ou mauvaises. Par exemple, face à un changement inattendu de plan, au lieu de réagir avec frustration ou anxiété, on pourrait observer la situation avec curiosité, se demandant quelles nouvelles possibilités pourraient émerger de ce changement. Il est important de noter que le Wu Wei ne signifie pas la passivité ou l'inaction. Au contraire, il s'agit d'une forme d'action hautement raffinée, née d'une compréhension profonde de la nature des choses. C'est l'action qui émerge naturellement lorsqu'on est en harmonie avec le Tao, le flux naturel de l'univers. Pour commencer à intégrer cette compréhension dans votre vie quotidienne, vous pouvez pratiquer l'observation sans jugement. Chaque jour, prenez quelques minutes pour observer votre environnement, vos pensées, vos émotions, sans chercher à les changer ou à les qualifier. Simplement, observez-les comme le ferait un miroir,
reflétant sans s'attacher. Cette pratique simple mais puissante peut progressivement vous aider à cultiver l'état d'esprit du Wu Wei. Dans un monde qui ne cesse de se complexifier, la notion de simplicité, Pu, enseignée par le Tao Te Ching, résonne avec une pertinence particulière. Ce concept, souvent traduit par bois non travaillé ou simplicité naturelle, représente bien plus qu'une simple absence de complexité. Il incarne une sagesse profonde qui peut transformer notre rapport au monde et à nous-mêmes. La simplicité dont parle Lao Tse n'est pas celle du simplisme ou de la privation. Elle est plutôt semblable à celle d'un arbre qui, sans artifice, déploie naturellement ses branches vers le ciel, tout en maintenant ses racines fermement ancrées dans le sol. C'est un état naturel qui précède toute sophistication, toute élaboration sociale ou culturelle. Dans les mots du sage, je n'ai que 3 trésors que je garde et préserve. Le premier est la compassion, le second est la frugalité, le troisième est l'humilité. Cette trinité forme le cœur de la simplicité taoïste. Le retour à l'état naturel qu'évoque le Pu nous invite à un voyage paradoxal, celui du désapprentissage. Notre société moderne nous a habitués à accumuler connaissances, biens et expériences, considérant souvent que l'addition constante constitue la voie du progrès. Le Tao Te Ching propose une direction radicalement différente, celle de la soustraction éclairée. Comme l'eau qui trouve naturellement son chemin vers l'océan, la simplicité nous guide vers notre nature essentielle en éliminant ce qui l'obscurcit. Cette quête de simplicité s'exprime d'abord dans notre rapport aux choses matérielles. La frugalité, deuxième trésor mentionné par Lao Tse, ne doit pas être comprise comme une austérité forcée, mais comme une liberté reconquise. Chaque objet que nous possédons réclame une part de notre attention, de notre énergie, de notre liberté. En réduisant nos possessions à l'essentiel, nous libérons non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Le sage taoïste ne se demande pas tant ce qu'il peut acquérir que ce dont il peut se libérer. L'authenticité, dimension fondamentale du Pu, émerge naturellement de cette simplification. Quand nous cessons de nous cacher derrière les masques sociaux et les artifices du paraître, notre vraie nature peut s'exprimer librement. Le Tao Te Ching nous enseigne que cette authenticité est comme l'eau pure, transparente, fluide, nourrissante. Elle ne cherche pas à impressionner ni à dominer. Elle existe simplement pleinement. La compassion, premier des 3 trésors, découle naturellement de cette authenticité retrouvée. Quand nous sommes en paix avec notre propre nature, nous pouvons véritablement nous ouvrir à l'autre. Cette compassion n'est pas un effort moral, mais une expression naturelle de notre connexion fondamentale avec tous les êtres. Elle simplifie profondément nos relations en les libérant des jeux de pouvoir et des manipulations subtiles qui caractérisent souvent les interactions sociales. L'humilité, 3e trésor, couronne cette pratique de la simplicité. Elle n'est pas une posture de fausse modestie, mais la reconnaissance lucide de notre place dans le grand tout. Comme le dit Lao Tse, le sage se met en arrière et se trouve devant. Il s'oublie lui-même et se conserve. Cette humilité simplifie notre rapport au monde en nous libérant du besoin constant de nous affirmer
de nous comparer, de nous justifier. Dans notre époque marquée par la surcharge informationnelle, la course à la performance et l'hypercomplexité des relations sociales, le PU offre une voie de libération. Il nous rappelle que la vraie sophistication réside parfois dans le retour à la simplicité. Comme un jardin zen, dont chaque élément est soigneusement choisi pour créer un espace de contemplation, la simplicité taoïste nous invite à créer dans nos vies un espace où l'essentiel peut respirer. Cette simplicité n'est pas une destination, mais un chemin, une pratique quotidienne. Elle se manifeste dans nos choix les plus ordinaires. Préférer le silence au bruit, l'être au paraître, l'authentique au sophistiqué. Elle nous invite à nous demander régulièrement qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui nourrit véritablement notre être? La simplicité du PU représente peut-être l'un des enseignements les plus révolutionnaires du Tao Te Ching pour notre époque. Elle nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à reconnaître et à savourer l'essentiel. Dans un monde qui court après toujours plus de complexité, le retour à la simplicité pourrait bien être la voie la plus sage et paradoxalement la plus sophistiquée, vers une vie pleine et authentique. Le vide est souvent perçu comme une absence à combler, un manque à remplir. Le Tao Te Ching propose une vision radicalement différente à travers le concept de Kong, où le vide devient non plus une absence stérile, mais une présence féconde, non plus un défaut à corriger, mais une vertu à cultiver. Lao Tse nous offre cette image saisissante. 30 rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide médian qui fait marcher le char. Cette métaphore, d'une simplicité trompeuse, contient une profonde sagesse. Elle nous révèle que l'utilité des choses réside souvent non pas dans leur matérialité, mais dans l'espace vide qu'elles délimitent. Comme le moyeu du char qui ne peut remplir sa fonction que grâce au vide en son centre, notre existence trouve son sens non pas dans l'accumulation, mais dans les espaces de possibilités que nous savons préserver. Cette sagesse se manifeste dans d'innombrables aspects de la vie quotidienne. Considérons une maison. Ce ne sont pas les murs qui la rendent habitable, mais l'espace vide qu'ils délimitent. Un vase n'est utile que par son vide intérieur capable d'accueillir. Une partition musicale ne prend vie que par les silences qui ponctuent les notes. Le vide n'est pas une absence de quelque chose, mais la condition même de la présence et de l'utilité. Le Kong nous invite à repenser fondamentalement notre rapport au monde. Dans une société obsédée par l'accumulation et la possession, où le succès se mesure souvent à la quantité de ce que l'on possède ou produit, le vide apparaît comme une sagesse subversive. Il nous rappelle que la vraie richesse peut résider dans ce que nous choisissons de ne pas remplir, dans les espaces que nous préservons délibérément. Cette conception du vide s'étend à notre vie intérieure. La pratique de la méditation, si centrale dans la tradition taoïste, ne consiste pas à remplir l'esprit de pensées positives ou de visualisations complexes, mais à créer un espace de vacuité où la conscience peut s'épanouir naturellement. Comme le dit un autre passage du Tao Te Ching, « Vide ton esprit de tout souci, garde ta paix intérieure. Malgré l'activité des êtres, observe leur retour. » Le lâcher-prise, aspect essentiel du Kong, ne doit pas être compris comme une forme de passivité ou de résignation. C'est au contraire une pratique active et consciente qui demande souvent plus de courage que l'action. Lâcher prise, c'est faire confiance au vide. C'est accepter que tout n'a pas besoin d'être contrôlé, planifié, organisé. C'est comprendre que parfois,
La meilleure façon d'atteindre un objectif est de créer l'espace nécessaire pour qu'il puisse se manifester naturellement. Dans nos relations interpersonnelles, le Kong nous enseigne la valeur des espaces non remplis. Une conversation profonde n'est pas faite que de mots, mais aussi des silences qui permettent à la compréhension de s'installer. Une relation saine nécessite des espaces de solitude, des moments où rien n'est demandé ni donné. Ces vides ne sont pas des ruptures dans la relation, mais des respirations qui lui permettent de s'approfondir. La puissance du vide se manifeste également dans notre rapport au temps. Dans une époque où chaque minute doit être productive, où les agendas sont saturés d'activités, le Kong nous invite à préserver des plages de temps non planifiés. Ces moments apparemment vides sont souvent ceux où émerge la créativité, l'intuition, la compréhension profonde. Comme le dit un proverbe zen, « Médite pendant 20 minutes chaque jour, sauf si tu es trop occupé. Dans ce cas, médite 1 heure. » Le vide dont parle le Tao Te Ching n'est pas un néant absolu, mais un champ de potentialité. C'est l'espace où tout devient possible, le terreau fertile où peut germer l'inattendu. Dans le processus créatif, par exemple, les moments de vide apparents, ce que nous appelons parfois le blocage de l'écrivain ou la page blanche, ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des phases nécessaires de gestation. Cette conception du vide a des implications profondes pour notre époque. Face aux crises écologiques, elle nous invite à considérer que la solution n'est peut-être pas dans l'ajout de nouvelles technologies ou de nouvelles ressources, mais dans la préservation d'espaces vides, tant physiques que temporels. Face à l'anxiété généralisée, elle suggère que la paix ne se trouve pas dans l'accumulation de sécurités externes, mais dans l'acceptation du vide intérieur. La vertu du vide nous enseigne finalement une forme de sagesse paradoxale. C'est en cessant de vouloir tout remplir, tout contrôler, tout posséder, que nous accédons à une plénitude plus authentique. Comme l'eau qui prend la forme du vase qui la contient, notre vie s'épanouit dans les espaces que nous savons préserver vides. Le Kong n'est pas une philosophie de la privation, mais une voie vers une richesse plus subtile, où l'absence devient présence et où le vide se révèle plénitude. Le détachement, tel que l'enseigne Lao Tse, constitue avant tout une réponse à la souffrance humaine. Cette souffrance naît de notre tendance à nous identifier à ce qui, par nature, est impermanent. Nous nous accrochons désespérément à nos possessions, nos relations, nos idées, créant ainsi un édifice illusoire que nous prenons pour notre identité véritable. Le sage nous invite à observer comment cet attachement opère dans notre vie quotidienne. Nous accumulons des biens matériels, croyant qu'ils nous apporteront la sécurité. Nous nous agrippons à nos opinions, pensant qu'elles définissent qui nous sommes. Nous nous identifions à nos émotions, les confondant avec notre nature profonde. Or, cette identification est la source même de notre servitude. Le détachement apparaît alors non comme un renoncement austère, mais comme une compréhension libératrice. C'est la reconnaissance que notre nature véritable transcende tout ce à quoi nous nous attachons habituellement. Comme l'eau qui coule sans rien retenir, l'être détaché participe pleinement à la vie, tout en restant intérieurement libre. Le détachement, selon Lao Tse, opère à travers une dialectique subtile entre l'être et l'avoir. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de transformer radicalement notre relation à lui. Cette transformation s'articule autour de 3 moments essentiels. Le premier moment est celui de la reconnaissance de nos attachements.
nous prenons conscience de la manière dont nous nous enchaînons nous-mêmes à travers nos désirs et nos peurs. Cette prise de conscience est déjà un début de libération. Le deuxième moment est celui du lâcher-prise actif. Ce n'est pas une passivité résignée, mais une action consciente de dessaisissement. Nous apprenons à tenir les choses légèrement, comme on tient un oiseau, assez fermement pour qu'il ne tombe pas, assez légèrement pour qu'il puisse s'envoler. Le troisième moment est celui de la liberté retrouvée. En nous détachant de ce qui n'est pas essentiel, nous découvrons notre nature véritable, qui est spacieuse comme le ciel, fluide comme l'eau, stable comme la montagne. Le détachement culmine dans un paradoxe fécond. C'est en renonçant à la possession que nous trouvons la véritable richesse. Ce paradoxe se manifeste à plusieurs niveaux. Au niveau matériel, le détachement nous libère de l'esclavage de la possession. Nous découvrons que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans notre capacité à apprécier ce qui est. Comme le dit Lao Tse, celui qui sait se contenter est toujours satisfait. Au niveau émotionnel, le détachement nous permet de vivre les expériences plus pleinement. N'étant plus identifiés à nos émotions, nous pouvons les vivre dans leur pureté, sans les alourdir de nos projections et de nos peurs. La joie devient plus légère, la tristesse plus transparente. Au niveau spirituel, le détachement révèle la nature illimitée de notre être véritable. En nous libérant de nos identifications limitatives, nous découvrons ce que Lao Tse appelle le Tao, la source inépuisable de toute existence. Cette plénitude paradoxale du détachement n'est pas une théorie abstraite, mais une expérience vivante. Elle se manifeste dans la simplicité naturelle de celui qui a compris qu'il n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à obtenir. C'est l'état de celui qui, selon l'image de Lao Tse, agit sans agir, enseigne sans parler, laisse toute chose s'épanouir d'elle-même. Lao Tse nous invite à une révolution intérieure profonde. Il nous propose non pas un appauvrissement de l'existence, mais une manière plus sage et plus libre d'habiter le monde. Dans une époque marquée par la frénésie de l'accumulation et la tyrannie du désir, cet enseignement millénaire nous offre une voie vers une authenticité retrouvée et une paix durable. Le détachement se trouve une observation fondamentale sur la nature de la possession. Le désir de posséder naît d'un sentiment d'incomplétude, d'une croyance que l'acquisition de certains objets, statuts ou expériences comblera un vide intérieur. Mais cette promesse se révèle invariablement illusoire. La possession engendre un cycle paradoxal. Plus nous possédons, plus nous craignons la perte. L'accumulation, loin d'apaiser notre inquiétude existentielle, l'intensifie. Chaque nouvelle acquisition devient une source potentielle d'anxiété, nécessitant protection, maintenance et attention constante. Ainsi, l'homme riche devient-il le serviteur de sa richesse, le collectionneur l'esclave de sa collection. Le processus par lequel nos possessions se transforment en chaînes est subtil et progressif. Au début, l'objet désiré promet liberté et satisfaction. Une grande maison promet confort et statut. Une collection d'art promet raffinement et culture. Un titre prestigieux promet reconnaissance et pouvoir. Mais chacune de ces possessions exige de nous une forme de servitude. La maison demande entretien constant et ressources financières. La collection d'art requiert protection et conservation. Le titre impose des responsabilités et des attentes sociales. Ce qui devait nous libérer finit par nous contraindre. Ce qui devait nous élever finit par nous ancrer plus profondément dans la matérialité. La possession révèle ainsi sa double nature. Elle est à la fois
avoir et être eu. Posséder quelque chose signifie entrer dans une relation de dépendance mutuelle où la distinction entre possédant et possédé s'estompe graduellement. L'homme d'affaires possède son entreprise, mais n'est-il pas également possédé par elle, son temps et son énergie vitale absorbés par ses exigences? Cette réalité s'étend au-delà du matériel. Nos idées, nos croyances, nos opinions peuvent également devenir des possessions qui nous possèdent. Un point de vue rigide devient une prison intellectuelle, une conviction inébranlable, une limitation à notre compréhension du monde. Le sage nous montre qu'il existe une autre façon d'être au monde, une façon qui ne passe pas par l'accumulation et la possession. Il nous invite à découvrir une richesse qui ne peut être ni acquise ni perdue, car elle est inhérente à notre nature profonde. La vraie liberté, selon Lao Tse, réside dans notre capacité à utiliser les choses sans en être possédé. C'est l'art de vivre dans le monde sans que le monde ne nous possède. Cette liberté se manifeste dans une relation plus fluide et plus sage avec tout ce qui nous entoure. Au lieu de chercher la sécurité dans l'accumulation, nous la trouvons dans notre capacité d'adaptation. Au lieu de chercher la valeur dans la possession, nous la découvrons dans l'être. Au lieu de nous attacher aux choses, nous apprenons à apprécier leur présence transitoire dans notre vie. Le paradoxe fondamental du détachement tel que l'enseigne Lao Tse réside dans une vérité contre-intuitive. C'est en renonçant que nous recevons, en abandonnant que nous nous enrichissons. Cette apparente contradiction cache une sagesse profonde sur la nature de la richesse véritable. Dans notre conception habituelle, la richesse s'accumule par l'acquisition et la conservation. Nous amassons des biens, des connaissances, des expériences, pensant nous enrichir. Mais Lao Tse nous révèle une dynamique plus subtile. Plus nous nous accrochons, plus nous nous appauvrissons intérieurement. Notre avidité crée une tension constante qui nous empêche de goûter la plénitude déjà présente. Le détachement opère comme une alchimie intérieure. En transformant notre rapport à la possession, il transmute notre expérience de la vie elle-même. Comme l'eau qui prend la forme de son contenant tout en restant libre, l'être détaché participe pleinement à la vie sans être prisonnier de ses formes. L'abandon du contrôle compulsif révèle une dimension insoupçonnée de notre être. Tant que nous sommes dans la crispation du désir et de la peur, nous ne pouvons percevoir cette abondance naturelle qui est notre héritage véritable. C'est comme si nous serrions le poing sur quelques pièces de monnaie, ignorant que nous sommes assis sur une mine d'or. Cette abondance intérieure se manifeste de multiples façons. Dans le silence du détachement, nous découvrons une joie qui ne dépend d'aucune cause extérieure. Dans l'espace créé par l'abandon des certitudes, une sagesse naturelle peut émerger. Dans le relâchement de nos tensions, une énergie nouvelle devient disponible. La vraie richesse, nous dit Lao Tse, n'est pas quelque chose à acquérir, mais à découvrir. Elle est déjà là, comme le soleil derrière les nuages. Le détachement ne fait que dissiper les nuages de nos attachements pour révéler la lumière toujours présente de notre nature essentielle. L'image des mains ouvertes capture parfaitement la sagesse du détachement. Des mains crispées sur leur possession sont incapables de recevoir quoi que ce soit de nouveau. En revanche, des mains ouvertes manifestent une double capacité, celle de laisser partir et celle d'accueillir. Cette ouverture transforme radicalement notre rapport à la vie. Au lieu de chercher à saisir et retenir, nous apprenons à accueillir et apprécier.
Les expériences peuvent alors se succéder naturellement, comme les perles d'un collier, chacune appréciée pour ce qu'elle est, sans attachement ni rejet. Les trésors plus précieux dont parle Lao Tseu ne sont pas de l'ordre de l'avoir, mais de l'être. Ce sont la paix intérieure que rien ne peut perturber, la clarté qui voit au-delà des apparences, la liberté qui demeure inaltérée au milieu des changements. Ces qualités émergent naturellement lorsque nous cessons de nous cramponner à nos possessions illusoires. Ce paradoxe du détachement constitue peut-être la clé de la sagesse taoïste. C'est en renonçant à notre quête compulsive de complétude que nous découvrons que nous sommes déjà complets. C'est en abandonnant nos stratégies d'acquisition que nous accédons à une richesse qui transcende toute possession. Comme le dit Lao Tseu, celui qui a compris cela a trouvé le secret de la vie authentique